Merci tout le monde. Bon, l'autre est prêt. Quelle leçon peut-on tirer de cet exercice? Vous avez fait une expérience avec vous autres. Oui. Toi, tu as participé tout de suite. Quelle leçon qu'on tire de ça? Il y en a qui embarquent tout de suite, hein? Il y en a qui embarquent comme il faut. Bravo. Et on a un champion. Puis ça, je vais vous dire, on le vit tous les jours. Vous le vivez à toutes les fois que vous allez essayer de mettre en place des pratiques qu'on vous a parlé depuis 2 jours, avec vos équipes. La même chose. Comme vous vous sentiez, eh bien, niaiseux, cette affaire-là. Moi, je n'embarque pas là-dedans. Je suis gêné un petit peu. La même chose. Il y en a qui adoptent rapidement. Il y en a qui vont finir par embarquer. Maintenant, on s'est aperçu qu'il y avait quasiment le tiers, la moitié qui embarquait. On aurait pu continuer, ça aurait augmenté. Il y en a qui n'embarquent jamais. Donc, vous venez de vivre les émotions que vous induisez aux gens avec qui vous travaillez quand vous emmenez un changement. En même temps que ça vous a réveillé. Question pour vous autres. Levez la main. Qui veut améliorer la gestion de ses actifs? Ah, pas tout le monde. Je pensais que vous étiez venu à une conférence ici pour ça. Il y en a qu'il faut qu'ils se posent des questions ce qu'ils font ici si vous n'êtes pas là pour ça. Maintenant, la question, pourquoi vous voulez améliorer la gestion de vos actifs? Même principe que tantôt. Temps de production, augmenter le temps de production. Les coûts. Le temps des coûts revient souvent, c'est pour ça qu'il est plus gros. Meilleure amélioration, production, augmenter la production, et les coûts, ça revient souvent. Oh. OK, merci. La raison que je pose cette question-là, OK, admettons que vous voulez augmenter la plupart votre gestion des actifs. La première question que vous vous posez après ça, c'est ce que je viens de vous demander. Puis je vous inviterai même à l'écrire. Pourquoi? Pourquoi? Pour donner un sens avec vos collaborateurs, quand vous allez vouloir les rencontrer, pour lui dire, je veux améliorer la gestion des actifs, si vous voulez lui donner une raison, un sens, sur quoi accrocher, pour vous sachiez vous-même pourquoi vous le faites. C'est la base. On commence avec ça. On parle souvent de vision, puis d'écrire des documents, puis le kit. Non. Commencez par vous poser la question de base, pourquoi qu'on fait ça? L'autre question après, on les a ressortis, l'augmentation de la profitabilité, de la production, de la sécurité, les coûts, diminuer les coûts. Êtes-vous arrimé avec les enjeux de votre entreprise? Levez la main, ceux qui savent quel est l'enjeu principal de votre entreprise. Oh, c'est surprenant, hein? La première erreur, c'est de travailler en silo. La maintenance, c'est le plus gros coût contrôlable. On va réduire les coûts parce qu'ils sont contents de nous le dire. Hein? Ce qui est payant, la présentation d'avant, vous voulons illustrer un peu, c'est qu'il faut travailler à supporter les enjeux de votre entreprise. La maintenance, c'est un contributeur de l'entreprise, comme les opérations, pour produire et avoir les meilleurs résultats. Donc, il faut comprendre c'est quoi l'enjeu de votre entreprise. Moi, quand je visite un site, une des choses que je demande, c'est de parler à la tête. Si possible, le plus haut possible. À un moment donné, c'est le propriétaire de la compagnie même. Pour qu'il m'explique c'est où qu'il s'en va avec son entreprise. Pour que quand on va faire un effort de fiabilisation ou autre, ça soit en ligne, je parlais des Pareto plutôt, avec ses objectifs. Non, j'entends souvent parler des gens de maintenant. On a de la misère, l'opération, ils ne supportent pas, la direction ne supporte pas. Ben, je ne sais pas pourquoi. Vous n'êtes pas vu comme étant contributif à l'effort commun. Vous êtes vu comme un mal nécessaire. Exact. C'est le pire qui peut vous arriver. Être vu comme un mal nécessaire, une dépense. Ça coûte cher, ça brise tout le temps. C'est le pire qui peut vous arriver. Le mieux, c'est l'inverse, c'est ce que j'ai expliqué. On comprend les enjeux, on fait des efforts, dont l'élimination de défauts, revue de stratégie, en fonction de ça. On va faire une étude de cas avec vous autres, sans le nommer. Nous autres, on sait c'est qui. On ne rira pas, parce qu'on ne veut pas dire le nom, parce que des fois, il y aurait quelqu'un dans la salle qui les connaisse. Puis, c'est un cas réel qu'on a comme client. C'est un producteur
alimentaire. Organisation de la maintenance, et quand on a commencé avec eux autres, était quasi inexistant. Les pratiques presque pas en place. Il n'y a pas de pratique d'entretien, planification, fiabilité. Première chose qu'on va faire, puis Mario va servir de... Il va vous donner le change à vos réponses. Je vais vous poser une question. Après ça, je vais vous demander, Mario, moi puis Mario, on est des coachs, nous autres, dans des organisations. Fait que Mario va jouer le rôle d'un coach. Je vais lui demander, dans son vécu avec plusieurs clients, comment est-ce que lui voit ça? Vous allez donner votre réponse. On va jouer ce jeu-là, tout le reste de la présentation. Vous donnez votre réponse. Ça fait donner des outils, avoir une vision externe, être guidé. Pas d'argent d'engager quelqu'un à former à temps plein. Profiter de l'expertise, structure de maintenance, réduire le nombre d'erreurs avant de réussir. Expérience. Je vais souligner quelque chose, défaire les mythes et paradigmes. La notion de coaching, c'est vraiment une notion d'accompagnement. Okay? Des consultants comme nous autres, il y en a plein. Okay? Vous allez ouvrir l'écrivez sur Internet, consultant maintenant, c'est des pages, des milliers de pages. Ce que nous autres, on essaie de faire de différent, c'est d'être des coachs, des accompagnateurs. On accompagne dans une démarche d'amélioration. C'est pour ça que la notion de coaching est primordiale en commençant. Aujourd'hui, ce qu'on va vous parler, ce n'est pas des techniques. Tantôt, je vous ai parlé d'une technique, l'élimination de défauts. Là, on ne parle pas de technique, on va parler d'organisation de la maintenance. On change de sujet complètement. C'est rare que c'est traité. Là. Comment est-ce qu'en coaching, on approche aider l'organisation de la maintenance à se structurer et à s'organiser? C'est quoi les enjeux? Bon, merci. Donc, tout est pertinent ce qui est là-dedans. Le coin du coach. Mario. Oui, bonjour. Moi, je suis ton intervieweur. À quoi ça sert un coach? En fait, Jean-Robert, la chose en partant qui à prendre en considération comme coach quand on arrive dans une entreprise, c'est d'aligner et de confirmer la direction dans laquelle elle veut se diriger en lien avec leur plan stratégique. Parce que comme les gens sont dans leur milieu à eux, on arrive comme personne externe, donc on va s'assurer que cette direction-là soit prise et qu'est-ce qui va supporter la suite va être capable d'être adressé au bon moment et au temps opportun. Cette personne-là devient aussi un accompagnateur, vient supporter aussi l'organisation, autant gestion globale que les leaders d'implantation de cette démarche. De par aussi son expérience que l'on a de quelques années antérieures, bon, on est capable d'amener un support ou on est une source d'information, effectivement avec le nombre d'années et également avec le partage d'expertise qui peut se faire aux gestionnaires de différents niveaux hiérarchiques dans l'entreprise. Ce qui permet par la suite de se développer dans leur milieu et d'y aller vers un apprentissage optimal tout au long de la démarche, parce que c'est une démarche d'amélioration continue sur le même principe qu'on apporte dans cette organisation-là. C'est bon? Merci. Coach Mario nous a donné le point de vue du coach. Bon, pour profiter de l'accompagnement du coach, il y a des conditions gagnantes. C'est bien beau payer quelqu'un pour venir comme coach, là. Si vous voulez que ça marche, c'est quoi qu'il faut faire? D'après vous, quelles sont les conditions nécessaires pour que le coaching fonctionne? Mario arrive le même matin dans votre installation ou moi. C'est quoi que vous avez, vous autres, de votre point de vue, parce que c'est un échange. Il faut être deux pour danser. Ça va mieux pour danser à la valse. Donc, c'est quoi que chacun doit faire? C'est quoi de votre côté les conditions gagnantes? Ouverture d'esprit, confiance, réceptif, support de la direction d'équipe, engagement de la direction, être prêt à agir, comprendre la réalité du client, ouvert à la critique, préparer l'équipe, j'aime ça. Collaboration, oui. Oui, transparence versus l'équipe, collaboration. Revient, être ouvert. OK. Merci. Coach. En fait, je vous dirais, le point qu'on rencontre qui devient presque un dénominateur commun où on fait cette démarche-là, où on l'a fait antérieurement, et puis par les expériences antérieures, le premier élément, c'est d'avoir un leader, quelqu'un qui va prendre parce que nous, on arrive de l'externe, ce n'est pas notre plan, c'est leur plan à eux qu'on va développer, les aider à mettre en place. Donc, ça prend un leader pour faire progresser ce plan à l'intérieur de l'entreprise. Avec les responsables d'action, lui-même en aurait une et en aurait à développer. Mais l'autre piège qu'il y a, c'est dans d'autres cas qu'on voit également, qui est la majorité ou à presque à 100%, c'est qu'on lui demande ça en plus de sa tâche, mais on n'a pas de temps ou de disponibilité qu'on lui accorde.
sachant qu'en pensant que ça va arriver seul, puis que ça arrive tout seul, c'est pas une baguette magique, là, ça prend un preneur, un gestionnaire, et il faut que le leadership de la direction vienne le supporter, éliminer les enjeux, les goulots, parce que pas tout le monde embarque, on l'a vu au début, donc il faut assurer que la majorité qu'on va chercher soit partie prenante. Donc le leadership, la direction, c'est pas tout de vouloir y aller et dire on y va, donc le vouloir, puis il y a le pouvoir et la promotion aussi à l'intérieur de tout ça, auprès des différents niveaux d'employés, autant plancher ou autres, que de la direction, pour aider au leader à prendre son envol puis débloquer goulot aux problématiques qu'il y a. Parce que c'est pas. Malgré qu'on donne une direction, on donne des actions, il y a plein d'embûches qui se créent à mesure et qui arrivent dans le temps. Donc, on s'assure aussi de faire prendre en compte la motivation de tout ça. Parce qu'il ne faut pas tomber au premier embûche, là. Ça ne change pas une culture de fiabilité d'un mode, je vous dirais, réactif à un mode fiable. Donc, il y a plusieurs embûches qui vont survenir, qui fait qu'à la fin, il faut s'assurer d'être resté en rang et de rester prêt. Merci. Merci. Un des trucs du métier qu'on a, c'est qu'on va capitaliser sur la situation actuelle. Il faut comprendre votre situation actuelle. Quand on arrive dans un site, la première chose qu'il faut comprendre, c'est où vous êtes, où les gens sont, où les processus sont, où l'organisation est, au niveau de la culture. Donc, pour ça, il faut avoir une idée de ce qui se passe. On prend une photo. Pourquoi, d'après vous? De votre point de vue, quand on devrait faire ça? Écris-les. C'est ça, écris-les. C'est exactement. Adapter notre approche, connaître les bases, mieux guider, effectivement. Offre un service le plus custom possible. Oui. Apporter les bonnes réponses aux besoins. Définir les bases, oui, encore. Avoir un bon départ. Avoir là. Avec un accent. Pour bâtir ce qui a été fait. Absolument important. S'analyser avec la philosophie locale, effectivement. Chaque entreprise a sa culture. Connaître les besoins. Savoir par où commencer, oui. Puis cibler les besoins. Comprendre nos enjeux. On va en prendre encore un. Savoir où commencer dans le processus. OK? Coach Mario, pourquoi la nécessité de comprendre la situation actuelle? En fait, il y a plusieurs bonnes réponses, mais la première chose importante, c'est d'aller identifier, en fait, ce qui, dans certains cas, marche ou a de bonnes pratiques et est déjà en place. Des fois, partiellement, des fois, totalement. On a des surprises que des gens, même à l'intérieur des fois de l'entreprise, ne savent même pas que ça se passe dans les plus grosses entreprises. Donc, on part de ce qu'il y a comme bonnes pratiques, bons éléments où le terreau est plus fertile. Et par la suite, on vient bâtir sur ce qui est présent. Parce que l'idée, ce n'est pas d'arriver, on tasse ça, on fait une page blanche, on recommence. Là, ce n'est pas ça l'objectif. Parce que si c'est ça, tu vas commencer puis tu vas finir là. Donc, c'est de partir de ce qui marche et de progresser avec les gens, les faire monter à niveau. Combiné à ça, par la suite, ce que ça nous permet, c'est de cibler et d'aligner les recommandations qui sont les plus prioritaires, les plus critiques dans les premiers moments, dans le premier plan 100 jours. On a le principe d'un plan 100 jours. Donc, qu'est-ce qui est présent qui devrait, ou qui ne l'est pas présent plutôt, qui devrait l'être, ou qu'est-ce qui fonctionne en partie puis qu'on va pousser un peu plus loin. Par la suite, d'amener l'intervention, la pertinence dans nos interventions à différents niveaux. On ne parlera pas de la même façon avec la gestion ou le directeur versus on va parler avec le gestionnaire ou avec les employés. Donc, c'est là qu'il faut adapter le style de leadership, le style d'intervention aux bonnes personnes au bon moment pour être capable après ça de les faire migrer, de les faire avancer et de continuer à promouvoir le tout à l'intérieur de tout ça. Donc, ça fait un peu le sens du message. Merci beaucoup. En fait, pour l'illustrer, vous voyez tout appareil photo, notre processus d'implantation, d'accompagnement, je dirais-je, c'est que d'abord, on prend la photo, on fait un peu une analyse de la situation, on est de l'organisation en place à se faire un plan de déploiement le plus concret possible. On appelle ça, nous autres, communément, les plans de 100 jours, basés sur des actions ponctuelles, concrètes qui sont dans le 100 jours, puis pas une brassée, juste assez qu'on soit capable d'avancer, mais sans nécessairement s'embourber. Donc, je limite habituellement de 10 à 15 actions maximum sur chaque plan. C'est renouvelable à tous les 100 jours. Quand on peut, on a vu tantôt qu'on pouvait calculer les gains à l'entretien comme contributeur à la business. On peut à partir de là extrapoler et essayer d'imaginer combien ça vaut ce qu'on va faire. Donc, tous ceux qui le veulent, on peut faire un business case. Il fait comme en opération un projet offensif avec ça, notre amélioration qu'on va faire, puis définir des stratégies. Par où on commence, comme on disait tantôt. Après ça, on met en place les pratiques. Le conducteur, c'est le cas de dire,
à l'atteinte des objectifs, le fil conducteur, c'est vraiment qui a le contrôle de défaillance? Il faut se poser cette question-là. Ça a l'air trivial. C'est qui a le contrôle des défaillances d'après vous autres? C'est-tu les équipements? C'est vous autres. Ceux qui votent pour les équipements, levez la main. Si, en arrivant demain matin, vous êtes tiré par des urgences et les équipements brisent d'un bord et de l'autre, levez la main. Ça veut dire que les équipements qui vous drivent, ce n'est pas vous autres qui décidez quand ils veulent les arrêter. Ils sont gênés de lever la main, il n'y en a qu'un qui a le courage. Et je serais surpris d'aller dans vos installations, qu'il y en a beaucoup qui doivent être actuellement en mode urgence, puis ça doit arriver plus souvent. C'est les équipements qui arrêtent quand ils veulent, au lieu que vous qui décidez quand est-ce que vous voulez qu'ils arrêtent. L'équipement brise quand ils veulent, pas quand tu l'as décidé. Si tu veux atteindre une maintenance conditionnelle, comme il t'a expliqué tantôt, tu déciderais quand tu veux l'arrêter. Correct, c'est l'équipement qui décide pareil. Parfait. Il arrête quand il veut. Fondamentalement, c'est toujours de la faute de l'humain. L'équipement n'est pas là tout seul. Mais non. On vient de le faire. Le fil conducteur là-dessus, c'est vraiment la fiabilisation et la planification. C'est les deux clés majeures. On parlait tantôt d'un exemple d'élimination de défauts, mais on parlait aussi de revue de stratégie d'équipement. C'est vraiment, là, ça revient un peu ton point, que l'humain peut prendre le contrôle de la situation, s'il veut. Puis la planification, c'est s'assurer que ça se fasse. Bien beau avoir un plan de préventif et de prédictif, s'il n'y a personne qui s'en occupe et s'assure qu'il est fait, il ne sert à rien. Ça, vous seriez surpris comment on en voit. À partir de là, aussi, être capable que quand il y a un correctif, qu'il soit optimisé en faisant de la bonne planification dessus. Là, je vais vous faire rire un peu. On a du son? Oh. On n'a pas de son. On va recommencer. On a le son? Merci. Non. Du moins, ça avait été pratiqué. Ça marche plus. Ah, c'est ça. On va chanter. Ça ne marche pas. Merci. Mais c'est pas ça que c'est supposé faire comme effet. Non. Est-ce que tu peux vérifier comment ça fait que ça ne marche pas? J'en ai d'autres après. Je ne savais pas. Ce qui est drôle, c'est que la réaction que vous voyez du monsieur, il est fait crier, ou ceux qui font un geste de main. OK? Puis c'est ça qui est amusant, c'est parce que nous autres, quand on arrive dans une installation, c'est souvent ça qui arrive. Nous autres, on est là, comme observateur extérieur, puis on voit le monde courir d'un bord et de l'autre. Ils n'ont pas le temps, puis ils courent de ci, puis il y a un téléphone par-ci, puis un téléphone par-là. Et le sentiment, là, je ne veux pas être désagréable, mais c'est pour vous faire rire. Le sentiment que des fois on a, c'est comme un paquet de poules pas de tête. Ça court tous les bords, tous les côtés. Quand on voulait vous faire rire un petit peu en vous faisant voir cette caricature-là, c'est ce que le monsieur fait. Il arrive et il fait juste ça. Là, toutes les poules. Et tout ici, mec! Oh yeah! Hey, dis-moi! Vai, 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 vai! Prenez ça pour une blague. Oh, oui. Ayez le sens de l'humour. Mais ce n'est pas vous illustrer en amusement qu'effectivement, des fois, on se dit, ben écoute, ça court de tous bords, de tous côtés. C'est sûr, ils sont fatigués à la fin de la journée, là. Mais on travaille dessus ces bonnes affaires pour éviter que ça arrive, justement. Donc, commençons par le commencement. Bon, d'abord, on ne peut pas tout faire la fiabilisation tout seul. Rappelez-vous que dans notre cas de figure, il n'y a pas d'organisation de la maintenance. J'avais dit le client L, il n'y avait pas d'organisation de maintenance. Il était un directeur de la maintenance tout seul avec lui-même. On ne peut pas faire tout seul, là. Il est mieux d'aller chercher une organisation. Fait qu'on va regarder un peu c'est quoi qu'on lui a recommandé comme organisation à mettre en place. OK? C'est quoi les 3 fonctions clés requises pour prendre le contrôle des équipements en question? À vous de répondre. À vous de répondre. 3. Je vais juste en mettre une, puis on va s'additionner. Je vais vraiment avoir votre vue. Le matin, dans votre organisation, planification. Oui, continuez. Il y a 3 fonctions essentielles. Planification. Oui. Compréhension. Pas un poste compréhension. Criticité non plus. Cherche des positions des gens. Planificateur, fiabiliste, ordonnanceur, ça brûle.
Superviseur, oui. Il faut un superviseur, ça aide. Oui. Mécanicien, mais ça, c'est les gens qui vont exécuter le travail, mais habituellement, ils sont là, ils en ont. Le problème, dans notre cas de figure, c'est les milieux intermédiaires qui n'avaient pas. OK, on va aller au coin du coach. Planif, superviseur, fiabiliste. OK, coach Mario. Bon, ben en fait, Jean-Robert, malgré qu'il y ait plusieurs éléments sur lesquels on peut cibler des améliorations ou partir des actions, effectivement, la majorité était mentionnée, là, mais les trois principales et importantes, là, à partir, puis on vous réfère effectivement où le cas où on était. À ce moment-là, on ajuste selon la situation également, c'est ce qui est prendre en compte. Là. Cette recette-là peut être adaptée selon le contexte d'où on parle, n'oubliez pas. Mais les trois principales fonctions qu'on a adressées avec le client, elle, en question, qui est quand même une grosse entreprise, ce n'est pas 10 personnes, là, eh bien, je vous dirais, et la planification, dans un premier temps, qui va permettre, et dans laquelle on va s'assurer que tout travaux à exécuter dans les semaines ou dans la semaine suivante aura les pièces disponibles. Parce que c'est beau de faire la planification, s'il n'y a pas de pièces suivies, puis qu'on donne un billet à une personne, puis qu'elle va courir partout, l'efficacité n'est pas mieux rencontrée, puis les temps d'arrêt machine ne sont pas plus performants. Combiné à ça, ben, il y a naturellement un calendrier qui vient s'y attacher pour synchroniser, mais que ce calendrier-là doit être synchronisé avec les gens de la production. C'est beau de faire un calendrier de maintenance, mais on ne fait pas un arrêt maintenance, on fait un arrêt pour optimiser les actifs, pour optimiser le temps de disponibilité et le temps machine. Donc, se cacher en arrière des temps d'arrêt machine et optimiser notre planification. Le point 2, qui est l'autre élément important, c'est le niveau de fiabilité ou la fiabilisation qu'on peut appeler, dans laquelle on va aller cibler, si la criticité n'est pas présente, la criticité de nos actifs, établir ou optimiser notre stratégie en lien avec le programme de maintenance ou de maintenabilité de nos équipements. Et qui vient compléter la fiabilité, c'est l'ensemble d'élimination des défauts, là, où l'IA, je vous dirais, à l'intérieur de ça, ben, on a parlé, où ça a été dit, mentionné précédemment, ben, cibler et partir des Pareto, si ce n'est présent, partir des données et ou s'assurer d'aller chercher les données pour être capable d'aligner les actions ou des analyses de panne sur les éléments ayant le plus de pertes. Donc, aller saisir les gros morceaux, donc à le 80-20. Et enfin, ben, ce qui vient compléter le tout, la troisième patte étant la gestion, la supervision, fait d'assurer une supervision efficiente des gens dans leur exécution et en même temps de coordonner l'aspect d'urgence de ce qui arrive dans la semaine en exécution de travail d'un calendrier planifié, parce que tout n'est pas urgent, mais c'est malheureusement ce qui se passe pour avoir été dans les entreprises et aussi de l'avoir vécu. Il appelle, pour n'importe quelle raison, c'est urgent. Il faut s'assurer que ce qui est vraiment urgent est pris en compte aujourd'hui ou dans la semaine et où le reste est repoussé ultérieurement, qui n'a pas d'impact sur la chaîne de production. On venait toujours à la conséquence de l'événement lorsqu'on cible une urgence. Pas parce que ça nous fait plaisir que monsieur ou la madame crie plus, là. C'est pas l'histoire. C'est qu'on part sur la criticité, la priorité en lien avec la conséquence sur l'entreprise. Merci, Mario. Bon? Merci. Donc, l'équipe naturelle de travail, ça a été mentionné. Superviseur de maintenance, personne clé, gérer les employés. Planificateur de maintenance, Mario l'a dit, avoir les pièces synchronisées avec l'opération et le support technique fiabilité. But Holland comes in for a pit stop. Time to refuel and change tires. Lou Moore himself changes the tires. Only 4 crew members, including the driver, are allowed to work on the car. It's a tense time. Holland stays in his seat, anxious to get away. Let's watch. Tires are changed at last. A crewman polishes the windshield as Holland moves away just 67 seconds after he stopped.
À chaque, c'est pas la dernière version, ils ont encore coupé le temps. Il faut comprendre là-dedans, ce que les gens ne réalisent pas, c'est que là, ils disent, ah, il y a un paquet de monde. Non, c'est pas ça. La première chose, ils ont de la maintenance conditionnelle. Les machines sont rendues pleines de connexions, de mesures. Il y a une salle de contrôle, c'est par web, quelque part dans le monde. Il y a des techniciens qui surveillent en continu l'état de l'équipement. C'est pour ça qu'ils sont précis de même. Là, l'ingénieur en chef, il avertit, prochain laps, t'arrêtes. Et on va changer, puis avertit les techniciens, changer le pneu numéro 6, mettons, je fais n'importe quoi. 6. Pas d'initiative, c'est le 6 qui ont décidé parce qu'à cause des conditions de la route. Un exemple. Là, les autres instructions se donnent toutes, là. S'il y a check fluide, il y a une température, quelque chose. Quand il arrive, le véhicule, ils ont déjà en main le pneu 6. Ils se mettent parce qu'ils font juste un twist en main et chose. Il y en a un qui enlève l'ancien, l'autre en met le 9, swip, il est remis. Ils se parlent tous, ils sont tous coordonnés, là. Quand il part, là, puis le jack est enlevé, ils savent tout le monde est clair. Fou, part. Chacun connaît son rôle, le pratiquer. Tout est parfaitement planifié. Il y a de la maintenance conditionnelle. Toutes les mêmes recettes qu'on parle ensemble. Sauf qu'eux autres, c'est un niveau d'excellence. Et ça fait rêver en même temps. Ça montre les extrêmes. Souvent, quand on regarde la manière qu'on maintient, ça ressemble plus à la première. Il y a moyen de, peut-être pas nécessairement être comme la dernière, mais on peut être quelque part entre les deux, où on apprend de ces meilleures pratiques-là. Avons-nous une équipe gagnante? Chez vous, vous avez des équipes qui font de la maintenance. C'est quoi les équipes? Dans vos équipes, les enjeux que vous êtes rencontrés dans l'application de vos rôles? On va. Manque d'informations. Chacun à sa manière. Responsabilité de chacun. Communication. Manque de responsabilité. La communication revient à plusieurs fois. C'est pour ça qu'il est plus gros. Responsabilité revient. Porte d'idée. Pour avoir les points adéquats ou etc. Merci. Coach Mario. En fait, je vous dirais, on l'a vu, si on réfère à notre activité du début, là, ça a été mentionné, on l'a vu, là. Puis en lien avec ça, on voit qu'il y a des personnes qui vont par intérêt, vous direz, par enthousiasme, embarquer dans une démarche qui va être intégrée et implantée ou en devenir d'être implantée dans une culture. On voit là, avec les différentes proportions, il y en a qui embarquent rapidement, qui croient à la démarche, qui s'impliquent de façon active. Il y en a d'autres qui vont le suivre. Et l'autre partie, là, en lien avec cette portion-là, qu'on aura, sera difficile à convaincre et ça prendra différents efforts et autres pour être capable d'amener à ce que les gens, parce qu'une culture et une structure en fiabilité se fait par l'ensemble des employés qui sont impliqués et qui participent et qui y croient. Ce n'est pas une gestion, une direction qui va le faire vivre, ce sont les gens avec qui vous travaillez, qui est 60-70% de la masse de vos employés. Donc, c'est eux qui ont le poids et le pouvoir. Donc, c'est des amener à, pour que par la suite, les entreprises sont beaucoup plus solides et puis qu'ils peuvent subir ou supporter leur objectif. Également, ben, il y a l'aspect au niveau de la direction, l'ensemble de la gestion, l'ensemble de l'entreprise, il faut qu'elle soit prête à faire ce pas-là. Ce n'est pas tout le monde, même si on présente dans une direction, qui disent tout parce qu'ils ont la direction, on est prêt, on veut y aller, mais quand on y va un peu plus précisément et profondément, puis ça commence à changer dans certains cas parce qu'on change les paradigmes, on change les façons de faire, les éléments deviennent moins contrôlables par certains individus, même des gestionnaires de haut niveau. Là, on fait face à certains soucis qu'il peut y avoir. Donc, il y a des situations où on va s'assurer que l'ensemble de l'entreprise va dans le même sens puis embarque dans le bateau. S'il y en a la moitié qui vire qui rentre d'un côté, la moitié de l'autre, on va virer en rond. Donc, c'est important qu'on aligne puis qu'on convainc et on amène à. Puis, dans un dernier point, ben, si on met des gens dans des rôles qui n'ont pas fait ou qui le faisaient, mais surtout, des fois, on nomme quelqu'un, mais en pensant qu'on nomme un planificateur, on n'en avait pas, on nomme un fiabiliste, on ne l'accompagne pas, on ne le forme pas, on ne lui montre pas comment faire parce qu'il n'y a pas de référentiel, ben, il va faire ce qu'il faisait avant ou il va faire du mieux qu'il pense, puis on n'aura pas de résultat. Pourtant, on a dit on a mis un fiabiliste ou on a mis un planificateur.
Et ça, c'est le mettre un titre ne ferait pas qu'on est efficient. C'est comment on va l'intégrer puis comment on va le coacher pour l'amener là. Merci, Coach Mario. Juste en terminant, Jean-Robert, un petit point à préciser, c'est oui, à la formation, mais une formation sans coaching à la tâche, on ne mène rien dans l'efficacité. Dépendamment de la personne où elle part. Ça fait un peu l'essence de ça. Merci beaucoup. Merci. Dans l'essence des 3 fonctions, Mario l'a mentionné tantôt, le planificateur, il y a beaucoup de gens qui parlaient dans les commentaires de manque d'information, de communication, etc. Vient jouer un rôle clé. Parce que souvent, ce qu'on voit, c'est quand les gens viennent pour travailler, il manque les pièces, mais il manque aussi, c'est quoi le job à faire? Il y a juste un pompe pas, de genre. Fait que le planificateur, quand il est introduit dans l'équipe naturelle de travail, un de ses rôles, c'est de s'assurer qu'on comprend bien le problème, on sait exactement ce qu'il y a à faire, il y a toute l'information nécessaire et aussi toutes les pièces, etc. Donc, ça répond tout à ces besoins-là qui sont inhérents à des travaux qui sont urgents, ce qu'on se garoche comme on peut. Ce que Mario ajoutait, c'est tout l'aspect, maintenant, gestion, comment est-ce qu'on l'emmène? Les gens, ils vont en avoir qui vont embarquer tout de suite. Rappelez-vous l'exercice qu'on a eu au début de la session. Quelques-uns ont embarqué tout de suite à la danse, il y en a d'autres, ça après étant fou. Il y en a d'autres qui n'auraient jamais embarqué. Je vais vous expliquer maintenant comment on évolue vers l'équipe gagnante. Comment évoluer? Il y a l'expérience sur plusieurs sites. Puis ça, il s'est basé sur les données d'un site réel qui a réduit son nombre de défaillances ou de pertes, si vous voulez, de l'ordre du 6 000 défaillances années en bas de 500, en dedans de quelques années. On a identifié, il y a 4 domaines principaux, le domaine instable, stable, maîtrisé puis optimisé. Et en quoi ça se caractérise? C'est le domaine instable, c'est on joue au pompier. Vous voyez, le petit pompier, là, on est très réactif. Puis le seul moyen de sortir de là, c'est vraiment, il faut que le leader soit directif. Il n'est pas dans le sens diabolique, mais dans le sens de donner une direction, qui soumet son leadership. C'est par là qu'on va. On a dit tantôt, on va là parce qu'on veut améliorer la production, on veut faire ci. C'est quoi nos objectifs corporatifs? Comment la maintenance supporte? Le leader, maintenant, il faut qu'il amène son équipe là-dedans. Parce que, par définition, les gens ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. On va le voir. Après ça, le domaine stable, c'est quand on a mis les rituels en place. Par exemple, la planification roule, puis il y a déjà tous ces calendriers hebdomadaires, puis les pièces sont là la plupart du temps. Toutes les routines sont faites. Le fiabiliste a revu une bonne partie des équipements critiques, les défaillants ou les stratégies d'équipement, etc. Donc, le domaine stable, à ce moment-là, les gens comprennent plus. Là, on peut être plus persuasif, on embarque plus les gens, ils sont capables de contribuer. Un niveau suivant, c'est le domaine maîtrisé. Bien là, il tire. Le leader se met plus en support. Et là, c'est les gens de plancher. Tout le monde commence à comprendre les jeux de la fiabilité, de la planification, puis il tire. Les opérations en demandent de plus en plus. Donc, on voit l'évolution du style de leadership en fonction de l'engagement de plus en plus grand de l'organisation à partir des cadres eux-mêmes d'entretien vers la fiabilisation. Bon. Avec ce que je viens de vous dire, comment voyez-vous que vous pouvez, vous autres, chez vous, faire évoluer votre équipe vers le niveau supérieur? Formation. Mario, continuez, je vais vous parler en même temps. Formation, Mario a mis un point important à la fin. Il a dit, si vous avez quelqu'un, n'importe qui ici, que je vous mets dans une formation comme aujourd'hui, puis demain matin, vous retournez dans votre réalité quotidienne, il y a des bonnes chances que vous allez retourner dans vos traces que vous aviez avant hier. Notre expérience, souvent, ce n'est pas assez la formation. Il faut, après ça, assurer un certain suivi sur la formation pour aider la personne dans son rôle à l'adapter en fonction de ce qu'on veut qu'il applique. D'où le coaching. On retombe sur nos pattes avec le coaching. Donc, le coaching se fait au niveau de direction. Il se fait aussi au niveau planificateur, ingénieur fiabiliste. C'est pour ça que je vous disais tantôt que je parlais d'une ingénieure que j'avais coachée pour faire l'élimination de défauts. C'est pour l'aider. Une fois qu'elle a appris la méthode, elle sait comment faire, elle est en règle. Elle n'a plus besoin de moi, elle continue. Là. Mais juste si elle va donner la formation, elle n'aurait jamais été capable de tout mettre en place l'organisation qu'il fallait. Il fallait la supporter là-dessus. Il y avait un des commentaires, c'est mieux définir les rôles. On va y revenir. Je me serais un peu en faux par expérience entre écrire un papier avec un rôle d'écrit, donner ça à quelqu'un, puis à ce temps, c'est ton rôle. Oui, il faut le faire, mais après, pas avant. On va revenir là-dessus. Quelles sont les principales difficultés? Coach Mario en a parlé tantôt. On en a parlé tantôt, oui. Donc, il faut adhérer les changements. En caricature, il y a des gens qui vont être supportants. Là, je vous réfère encore à notre danse de tantôt. Vous étiez des cobayes. Il y en a qui ont embarqué tout de suite. Demain matin, je prendrai dans mon équipe parce qu'on serait capable de faire des changements.
Il y en a qui ont pris un temps fou, ça se regardait et ça se disait, écoute, qu'est-ce que je fais ici? C'est des gangs de fous, ça, là. C'est quoi les affaires? Ben, vos gens, là, ils disent la même affaire de vous quand vous essayez de rentrer un changement. Prenez-vous pas, là. Ils pensent pareil. Il y en a qui sont au neutre. Ils disent, ben, écoute, je vais voir la gang, comment ça va, après ça, j'embarquerai. C'est la même affaire qui se passe. Il y en a qui ne voudront rien savoir. Dans une session précédente, j'avais fait le même exercice avec les gens. Ce qui était amusant, c'est qu'on avait pu même faire la courbe standard. Il y a à peu près 10 qui ont embarqué quasiment tout de suite. Puis après ça, il y en a un tiers qui ont embarqué quand ils ont vu que ça marchait. Puis après ça, on est venu presque aux 3/4 de la salle. Il y a une petite gang, particulièrement en arrière, qui n'avait rien, qui ne voulait rien savoir. C'est encore plus amusant de leur montrer ça parce que les autres se sont reconnus comme il faut. Some people like to climb mountains. I like to build planes in the air. I grew up wanting to be on a wing, wanting to be up this high. Sometimes the temperature up at altitude will reach 60 below. It's brisk, it's refreshing. You never know what you're going to come across up here. Canadian geese, mallards. Owls. These people back here, that's why I come to work. That's why I build airplanes in the sky. We're not just building a plane here. We're building a dream. I love this job. I do a lot of things up here. When I look up there. Mettre en place des nouvelles pratiques en gestion des actifs, on se sent comme ça. L'opération continue, elle n'arrête pas. Là, maintenant, il faut amener des nouvelles pratiques, malgré les opérations qui continuent, ça n'arrête pas. Fait que là, il y a le vent qu'on dit quelqu'un de nous autres, puis il arrive ci, puis il arrive une urgence, puis il arrive ça. Je trouve ça amusant et inspirant des écouter. À quel point, dans le fond, c'est là qu'il faut trouver notre passion, puis dire, on y croit tellement qu'on ne lâchera pas, on va y aller. J'ai trouvé que c'était comme une belle caricature pour montrer ce qui se passe en réalité. Les techniques maintenant, les techniques de gestion des actifs. Est-ce que c'est des outils ou des jouets? Moi, je trouve particulièrement amusant quand je vais dans un site et que les gens ont été chercher, dans une conférence comme ici, un nouvel outil. Un nouveau jouet. Là, vous voyez, c'est une cabane, c'est un jouet, des outils pour enfants. Puis ça peut être un GMAO, un SMED, des méthodes de travail, des maintenances conditionnelles, etc. Puis ils arrivent avec ça dans le plancher. Puis là, les gens disent, la dernière saveur du mois. Peut-on mettre en place des techniques à n'importe quel moment? Vous arrivez avec des nouvelles babelles que vous avez apprises ici, là. Pouvez-vous les implanter en arrivant, comme ça? Non, 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 l'équipement, etc. Bon, tout le monde a compris. Oh, vous êtes récupérable. Coach Mario. Je vais apparaître la slide. Veux-tu faire apparaître l'autre slide, s'il te plaît? OK. Merci. Coach Mario. OK. Vous voyez ici, en fait, on parlait de la courbe tout à l'heure, on se réfère à ça, en fait, puis vous l'avez effectivement dit, à 100%, on ne peut pas utiliser n'importe quand, n'importe quoi, ou à n'importe quel moment. Là. Parce que sinon, on va mettre en phase des éléments où la structure organisationnelle, les gens ne sont pas prêts, les rôles ne sont pas joués, les rôles clés. Donc, il faut s'assurer avant l'organisation, les rôles clés soient pris en compte, les gens soient formés, ils comprennent leur rôle, pour passer d'un mode instable où la quasi-totalité, sinon la 100% des clients avec qui on va travailler, qui nous aident, qui veulent avoir de l'aide, ils savent qu'ils sont en mode réactif. On n'a pas besoin de leur dire. Là. Ils ne veulent pas se faire dire ça. Ce qu'ils veulent voir, c'est comment on va passer d'un mode réactif à un mode stable et selon leur projection, selon leur plan stratégique, où ils veulent aller pour les accompagner. Parce qu'il n'y a rien de pire de vouloir les amener dans une zone optimisée. Quand eux autres, en mode stabilité et maîtrisé, même en mode stabilité, c'est suffisant versus leur projection et leur retour. Fait à la fin, il faut passer d'un mode où on va mettre les bases, on va mettre la solidité instable avec la planification des jeux de base en place. Par la suite, on va intégrer des gens avec la production. On va faire et par la suite, on va être capable de mettre en phase et commencer à déployer pour certaines actions plus critiques ou équipements plus critiques, des techniques un peu plus avancées ou fiabilité ou associées à des pertes et des conséquences. Merci. Merci, Mario. Donc, en résumé, on met en place des pratiques dépendant du niveau d'évolution. Il y en a qui ne sont pas applicables dans les débuts, qui sont applicables plus tard. Il faut juste y aller au bon moment. Bon, en résumé de toute notre présentation,
Peu importe le processus, le procédé, etc., nous parlons de personnes. C'est pour ça qu'on a parlé aujourd'hui d'organisation, puis tout ça était relié, c'était du mou, c'était des gens. Comprendre où nous sommes est une des clés. Prendre de la maturité comme organisation et comme personne, c'est ça qui est la clé de l'amélioration. Exercer un leadership de situation. Quand je vous disais à tel niveau, il faut tel style de leadership, plus directif, à tel niveau participatif, à tel niveau, etc., un bon leader sait ajuster son style de leadership dépendant du niveau où ce qui est rendu avec son organisation. One size fit not all. Si vous prenez le mauvais style de leadership, vous n'avez pas de résultat ou vous avez un backlash. Se féliciter de nos réussites et avancer. Je termine avec ça. Mes apprentissages, moi je suis un fan de Thomas Edison qui avait trouvé 999 façons que l'ampoule à incandescence ne marchait pas. Un succès. Il savait que ça ne marchait pas. Il y en a une qui marchait. C'est celle-là qu'on a utilisée depuis ce temps-là. Moi, je fais pareil. Mes erreurs. On utilise des techniques avancées lorsque l'usine est instable. Ça ne marche pas. D'habitude, ça se ramasse sur une tablette. Il n'y a pas de silver bullet. Celle-ci, comment fonctionne bien lorsqu'employée au bon moment avec la culture. Deuxième, on pense que l'organisation de la maintenance fonctionne bien. Ce qui est amusant, c'est quand on a des clients, lui, il pense que ça va bien dans sa shop. Là, nous autres, on fait le tour, puis on souligne qu'est-ce qu'il pourrait améliorer. Il y a quelques bonnes pratiques, mais l'ensemble ne répond pas aux essentiels du jeu de base bien souvent. Il faut que les gens jouent leur rôle. Ça, tantôt, quand on parlait des rôles documentés, moi, je suis partisan de... On va commencer par jouer la game. On va vous faire jouer la game d'équipe naturelle, planificateur, fiabiliste, etc. Puis quand on aura ajusté en fonction de votre réalité à vous autres, puis de vos processus, etc., on le documentera pour le pérenniser. Après, pas avant. On utilise un style d'amélioration ou participatif, par exemple, où on délègue dans une usine qui est instable. Fait qu'on demande aux gens ce qu'ils veulent faire. OK, continuez à faire ce qu'ils aimaient faire. Parce que c'est comme ça qu'ils sont. Les leaders, souvent, surestiment souvent le degré d'évolution de la culture. Ils pensent qu'ils sont là, mais moi, quand je vais voir, des fois, ils ne sont pas tout à fait là. Il y a un décalage. Puis le décalage est encore plus vrai pour des gens qui sont passionnés. Sur ça, on a terminé. Bon, ben merci pour votre attention, votre participation. Merci, Guy Domartin.